Il y a plus de 3000 ans, les Égyptiens ont bâti les plus beaux monuments que le monde ait jamais vus. La Grande Pyramide, le plus grand édifice en pierre jamais bâti sur Terre, a été édifié avec une précision futuriste. Comment, à cette époque, a-t-on pu faire de telles innovations? La vallée des rois recèle plus de 60 tombes royales ornées de symboles monarchiques. Comment les pharaons atteignaient-ils l'au-delà? Le temple d'Hatchepsout, une merveille architecturale. Mais pourquoi le visage du pharaon a-t-il été effacé? Le Sphinx, creusé dans une seule et unique masse de roche, est devenu la plus grande statue taillée dans un site naturel. Quel secret dissimule son regard énigmatique? Les temples de Karnak, l'un des plus vastes sites archéologiques au monde, est devenu un champ de bataille architectural. Qu'est-ce qui a fait sa prospérité et qu'est-ce qui a causé sa ruine? Le temple de Ramsès II a été creusé à même la falaise, orné de statues gigantesques et pourvu de chambres de plus de 60 mètres de long. Comment a-t-il pu disparaître pendant plus de 1000 ans? Enfin, il y a le mont Sinaï, la plus grande merveille naturelle de l'Égypte. C'est là que Dieu, dit-on, s'est adressé à Moïse et a donné aux hommes les 10 commandements. Certaines de ces merveilles feront évoluer l'architecture, d'autres deviendront d'éternels sanctuaires. Depuis toujours, les 7 merveilles de l'ancienne Égypte nous inspirent et nous fascinent. Sous les pierres des merveilles d'Égypte dorment leurs secrets cachés. Pour les découvrir, il nous faut remonter des milliers d'années en arrière, retrouver d'anciennes dynasties qui ont régné jadis sur la plus grande civilisation du monde. À cette époque, le génie et l'invention ont posé la pierre angulaire des structures les plus révolutionnaires. Une époque de rivalité et d'intrigue, de complots et de ruses. Une époque où Dieu a choisi son prophète dans le palais même des souverains d'Égypte. Une époque où une reine devient pharaon. Une époque où les rois, d'un seul coup de marteau, détruisent le passé pour s'assurer la gloire. Une époque où les enjeux sont si grands que certains sont prêts à tout pour satisfaire leurs ambitions. Les rois de l'Égypte ancienne n'étaient pas de simples mortels. C'étaient des dieux incarnés. Et les Égyptiens de ce temps-là ont attaché plus d'importance aux funérailles de leur roi que toute autre nation existante. Il y a 3500 ans, ils ont entrepris de bâtir le sanctuaire le plus respecté qui soit sur Terre. La vallée des rois est la plus fabuleuse nécropole qui soit au monde. Elle compte 62 tombeaux creusés dans le roc, emplis de tous les trésors de l'ancienne Égypte. Des pharaons comme Toutankhamon et Ramsès II y ont été enterrés. Mais rapidement, cette vallée à l'écart de tout va devenir la cible des chercheurs de trésors. Les pilleurs de tombes et les vandales forceront leurs secrets souterrains. Ils seront suivis des siècles plus tard par des explorateurs européens et des aventuriers chasseurs de trésors, comme Belzoni. Ensuite, des archéologues comme Howard Carter y feront des découvertes stupéfiantes et commenceront à reconstituer ce qu'a été la vie des pharaons. Le plus ancien des tombeaux de la vallée des rois est celui de Thoutmôsis Ier. Il date du XVIe siècle avant Jésus-Christ. Il est probable que si on a choisi ce site, c'est à cause de cette faille qui facilitait l'excavation pour y placer le tombeau. Ces premiers rois cherchaient essentiellement à cacher leur tombeau. 5 siècles durant, les pharaons allaient suivre l'exemple de Thoutmôsis Ier et se feraient enterrer dans cette vallée.
Ted Brock, qui a été chargé d'établir un plan en 3 dimensions de la vallée des rois, connaît les tombeaux un par un. La construction d'un tombeau pour les Égyptiens était probablement assez semblable aux travaux d'extraction qu'ils ont menés pendant des centaines, voire des milliers d'années. Il s'agissait en gros de creuser le roc, d'en extraire des blocs et de les enlever. Il s'agissait d'un travail pénible, sale et dangereux. Les gens travaillaient ici par équipe. Certaines creusaient le roc, d'autres des souterrains, et d'autres évacuaient les débris. Derrière, il y avait les finisseurs qui venaient avec des outils de cuivre ou de bronze pour aplanir les parois et les redresser. Et puis les plâtriers qui venaient préparer les surfaces pour la décoration. Toutes ces opérations se déroulaient simultanément. Une fois le mur plâtré, la décoration commençait. Des scribes esquissaient les hiéroglyphes à l'ocre rouge. Ils copiaient leurs motifs sur des modèles existants. Un vizir était chargé d'informer le pharaon de l'état d'avancement des travaux. Quand le scribe avait achevé sa tâche, l'artiste venait l'examiner pour y apporter ses corrections. On le voit ici sur cette tête d'Horus, l'artiste a repris un détail qu'il a bien corrigé. Ici, il n'y a pas de traces rouges, donc le scribe n'est même pas intervenu. Comme sur une base de lancement contemporaine, il était essentiel que chaque détail soit rigoureusement en place pour être certain que le pharaon puisse passer avec succès dans l'au-delà. Les tombeaux étaient décorés d'illustrations représentant cet au-delà. Il s'agissait de transformer la roche elle-même pour en faire le décor de cet au-delà. La plupart des tombeaux de la vallée des rois sont inachevés, les travaux ayant été interrompus par la mort du roi. Mais celui de Séti Ier a été pratiquement terminé. Il a été mis au jour par le plus célèbre des chasseurs de trésors, Giovanni Battista Belzoni, qui en 1817 a eu la chance de découvrir le plus vaste et le plus profond de tous les tombeaux. Selon les propres termes de Belzoni, cette découverte constitue le plus beau jour de sa vie. Pourtant, rien ne fut facile. Une fois parvenu à l'intérieur, les chambres principales étaient cachées derrière une fausse cloison. Et devant celle-ci, il y avait un puits de 10 mètres de profondeur. En pénétrant dans le tombeau, il s'est aperçu que le mur de derrière était bloqué. Il n'existait qu'un trou par lequel d'autres voleurs avaient pénétré avant lui. Ayant découvert cette entrée secrète, Belzoni entreprend d'explorer l'un des tombeaux les plus profonds qu'il ait jamais vus. Dans ces tombeaux, ils aménageaient de vastes salles soutenues par des piliers taillés à même la roche. Et plus loin, il y a encore d'autres salles, avec suffisamment de surface de mur pour pouvoir les décorer. Le corps du pharaon était momifié pour qu'il soit préservé à jamais. Il était enfermé dans plusieurs cercueils avant d'être placé dans un sarcophage. Ce sarcophage pouvait peser jusqu'à 10 tonnes. C'est dans la plus profonde de toutes les chambres, à plus de 100 mètres au-dessous de la roche, que le pharaon reposait. Voici la chambre mortuaire de Séti Ier. Il s'agit en fait d'un sarcophage géant, avec un couvercle qui représente le ciel étoilé. Sur les murs, les décorations illustrent le voyage du dieu soleil dans l'au-delà. Au bout de chacun des murs, on trouve la déesse protectrice, la même que sur le sarcophage. C'est ici que le pharaon repose, scellé en l'état et entouré de ses biens les plus précieux. Les prêtres et les assistants funéraires scellent sa chambre. Mais les ouvriers, de génération en génération, se transmettent l'emplacement de chaque tombeau. Si bien que les voleurs le connaissent rapidement eux aussi. On apposera un sceau royal sur la poignée de la porte, ce qui ne découragera pas les voleurs. Si le gouvernement central manquait d'autorité, si les gens ne recevaient pas leur paye et leur ration quotidienne, la tentation était forte d'aller piller les tombes. À la fin du Premier Empire, les tombeaux sont abandonnés.
La plupart sont dépouillés de leurs trésors. Certains deviennent des sanctuaires, d'autres sont ensevelis. Il est possible que certains ne soient toujours pas découverts. Mais cet empire nous a légué bien d'autres merveilles que ces tombeaux. La volonté de grandeur a poussé certains pharaons à immortaliser leur gloire en faisant édifier de vastes temples. Le plus splendide a été bâti par Hatshepsut. Comme beaucoup d'autres pharaons, Hatshepsut voulait laisser le souvenir d'un grand chef et d'un grand guerrier. Mais ce qui est inhabituel, c'est que Hatshepsut était une femme. Bâti à flanc de colline au-dessus de la vallée des rois, le temple de la reine Hatshepsut est le plus impressionnant des monuments de la ville de Thèbes. Le temple futuriste d'Hatshepsut est à plus d'un égard révolutionnaire. C'est un édifice qui convient parfaitement à l'un des pharaons les plus novateurs qui ait jamais existé. Pourtant, à l'inverse de Cléopâtre ou de Néfertiti, on sait peu de choses de son remarquable parcours. Elle menait bel et bien ses armées à la bataille, et c'est une chose que les premiers historiens ne pouvaient se résoudre à admettre. Quand elle commandait, les Égyptiens baissaient la tête et obtempéraient. Hatshepsut est la fille aînée de Thoutmosis Ier. À la mort de son mari et demi-frère Thoutmosis II, son jeune neveu Thoutmosis III devient pharaon. Craignant qu'il ne soit pas à la hauteur, Hatshepsut se nomme elle-même régente, et plus tard épouse son neveu et devient reine. Il n'y a aucun doute, cette façon de prendre le pouvoir n'était pas conforme à la Constitution. Mais Hatshepsut n'a pas fait ce que d'autres femmes ambitieuses auraient fait, se débarrasser de Thoutmosis III. Il restera toujours à ses côtés, mais c'est elle qui commandera. Hatshepsut entreprend d'achever ce que son mari Thoutmosis II a commencé. Un splendide temple mortuaire. Sous ses ordres, il faudra 15 ans pour que l'édifice devienne la plus spectaculaire œuvre architecturale de sa dynastie. Hatshepsut choisit comme architecte un certain Senenmut. D'origine modeste, Senenmut a grimpé tous les échelons pour devenir l'homme de confiance d'Hatshepsut. C'était son maître d'œuvre. Il avait dû apprendre à choisir un site, à planifier les travaux et à gérer les différentes étapes de la construction au fur et à mesure. Une fois édifié, le temple révèle sa structure visionnaire. Des colonnes à facettes qu'on n'a jamais encore vues nulle part. Aucun autre temple en Égypte ne ressemble à celui-ci. Il est absolument unique. Senenmut reproduit la rampe d'accès qui existait sur un temple voisin. Mais il ajoute d'autres éléments. Sur les colonnades, il place les statues du dieu Osiris, chacune devant une colonne de section carrée. À l'arrière du temple, il aménage une structure originale chargée de supporter le poids de la falaise qui le domine. C'est le cœur du sanctuaire et il est bâti d'une façon tout à fait extraordinaire. En fait, ils ont réalisé ce qu'on appelle une voûte à encorbellement. Cela consiste à empiler des blocs de pierre les uns sur les autres en les rapprochant de plus en plus jusqu'au plafond. Ensuite, tous les angles sont arasés de chaque côté et on obtient ce qu'on appelle une voûte en berceau. Hatshepsut a fait représenter les grandes heures de son règne sur les murs de son temple. Entre autres, la toute première illustration d'une expédition qu'elle a menée durant la 9e année de son règne. C'est le seul témoignage qu'on possède sur l'apparence d'un village africain il y a 2500 ans. Hatshepsut envoie 5 de ses vaisseaux dans la terre de Punt, dont on suppose qu'il s'agit de la Somalie d'aujourd'hui. Le but de cette expédition, ramener le très précieux encens et des parfums pour les offrir au dieu Amon en son temple. Ils ont rapporté des bois précieux comme l'ébène, de l'ivoire, de l'or, des peaux de bêtes et toutes sortes de choses dont ils croyaient qu'elles seraient agréables au dieu Amon. Certains pensent que les terrasses de ce temple si particulier étaient destinées à être plantées d'arbres exotiques. Durant les 15 ans que dure la construction, Hatshepsut travaille en étroite collaboration avec son architecte Senenmut, qui devient presque un membre de la famille.
Senenmut était l'un des favoris de la reine Hatshepsut. C'est lui qui était responsable de l'éducation de la fille unique de la reine, Nefrouri. On ne possède aucune preuve que Senenmut ait été l'amant d'Hatshepsut. Mais Senenmut était suffisamment privilégié pour qu'il ait pu faire édifier son propre tombeau sous l'avant-cour du temple d'Hatshepsut. Pourtant, il semble que sa réussite ait fait des jaloux parmi ses rivaux. Après sa mort, toutes les images de Senenmut seront détruites, à l'exception d'une qui a été épargnée. Voici un très rare dessin au trait du célèbre Senenmut. Malheureusement, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, parce qu'il disparaît complètement après la 16e année du règne d'Hatshepsut. Senenmut restera jusqu'au bout un innovateur. Le plafond de cette salle est tout à fait singulier parce qu'il est illustré de dessins astronomiques. C'est la première fois qu'on voit un tombeau décoré de cette façon. Hatshepsut en avait fait exécuter aussi dans sa chapelle. Hatshepsut meurt après un long règne de 22 ans. Ses réalisations monumentales ont su redonner confiance à l'Égypte. Comme l'effigie de Senenmut, la sienne sera effacée sur les monuments qu'elle a fait bâtir par les rois qui lui succéderont. Ceux-ci jugent anormal que ce soit une femme qui ait régné, mais encore plus scandaleux qu'on veuille faire d'elle une héroïne. Hatshepsut est enterrée dans la vallée des rois. Son tombeau est dans l'alignement du temple et au-delà, avec de grands obélisques, elle a édifié le vaste complexe du temple de Karnak. C'est ici que les rois de l'Égypte ancienne rivalisaient pour laisser leur marque et qu'ils ont créé le plus grand des monuments religieux qui soit au monde. Karnak, 2000 ans de triomphe, de bouleversement et de tragédie. Ici, les rois d'Égypte ont détruit le souvenir de leurs prédécesseurs pour assurer leur propre renommée. C'est ici que Thoutmôsis Ier laissera la marque de son pouvoir. C'est ici que Thoutmôsis III bâtira sur le sanctuaire même de sa propre belle-mère. Et c'est ici que les superbes bas-reliefs de Séti Ier seront détruits par son propre fils, Ramsès II. Voici Karnak, le plus vaste ensemble d'édifices religieux jamais bâtis sur la Terre. Comment s'est-il développé sur 250 hectares? Quand Thèbes devient la capitale religieuse de l'Égypte, le temple de Karnak devient le lieu de culte du dieu Amon. Karnak va rapidement loger plus de 600 prêtres. Ces édifices s'étendent à l'ouest vers le Nil, mais également au sud. Des obélisques et des pylônes apparaissent, suivis par des sanctuaires et des murs d'enceinte. Ensuite viendront des pylônes à l'est, une vaste cour et des statues gigantesques. Pour finir, tout l'ensemble sera entouré de murs. Au centre, un vestibule hypostyle qui contient une forêt de colonnes géantes dont certaines atteignent 22 mètres de haut, avec des chapiteaux si grands que 50 personnes peuvent se tenir dessus. Il y a aussi des obélisques dont l'un est le plus grand qui existe en Égypte. D'immenses statues de rois dont l'effigie est gravée dans la pierre. Il y a également des portiques monumentaux et de vastes entrées, les pylônes. Ce sont les plus grands d'Égypte. Ils sont décorés comme des panneaux géants et leurs pierres sont gravées de dessins fabuleux. Hauts de plus de 30 mètres, c'est une merveille de penser qu'ils ont été édifiés sans l'aide de la moindre grue. Mais un vestige subsiste qui livre la clé de leur construction. Le vaste mur de ce pylône n'a jamais été achevé. Mais quand les travaux ont été abandonnés, les Égyptiens ont laissé un indice qui explique comment il a été bâti. Ce gros remblai prouve qu'il se servait de grandes buttes de terre pour étayer les murs et hisser les blocs de pierre vers le haut. La construction à très grande échelle n'a jamais fait peur aux rois de l'Égypte ancienne. Chacun s'efforcera de surpasser son prédécesseur. Quand un Égyptien se rend au temple, il doit être en mesure de voir le nom du dernier des pharaons sur le fronton. Et une génération plus tard, c'est exactement la même chose. On rebâtit, on progresse, on améliore. À Karnak, tout était rivalité et concurrence.
Les obélisques en sont la preuve. Les obélisques marquaient les premiers rayons du soleil, et Hatshepsut tient absolument à ce que le sien dépasse celui de son père Thoutmosis Ier. Avec ses 29 mètres de haut, c'est en Égypte le plus haut des obélisques qui soit encore debout. Il pèse la bagatelle de 323 tonnes et a été taillé dans une seule pièce de granit à 600 km de là, à Assouan. C'est là que se trouvent les carrières de granit si convoitées. Comment les Égyptiens de cette époque ont-ils pu tailler une pierre aussi dure? Ceci est de la dolérite. C'est un genre de gros galet relativement commun. Ce qu'ils faisaient, c'est frapper la surface du granit avec cette pierre et à chaque coup, ils en enlevaient un minuscule fragment. Travaillant par équipe, de jour comme de nuit, lentement mais sûrement, ils ont creusé des tranchées comme celle-ci. Et donc, le moment venu, ils arrachaient la base de l'obélisque à son socle rocheux, l'embarquaient sur un bateau et le livraient là où ils devaient le déposer. Après avoir parcouru 600 km par le fleuve jusqu'à Karnak, les risques d'accident augmentent quand l'obélisque est débarqué. Trop de pression au milieu et le gigantesque bloc peut se briser sous son propre poids. Mais cela, c'est la partie facile. Une fois arrivé à Karnak, l'énorme bloc de granit est hissé au sommet d'une butte, la base, la première. Avec suffisamment de sable et d'hommes à la manœuvre pour faire l'essentiel du travail, la pierre titanesque est adroitement mise en place. À condition d'y mettre le temps et la main-d'œuvre nécessaires, tout devient possible. Mais les techniques de construction vont changer avec l'apparition de l'échafaudage. Un roi, du nom d'Akhénaton, a tellement hâte de réaliser ses ambitions qu'il invente de nouvelles méthodes de construction. Sur son ordre, les blocs de pierre utilisés sont tous découpés selon une taille standard. Ces pierres, nommées talatat, mesurent environ 50 cm de long et peuvent être facilement manipulées par un seul homme. Tout le processus de construction s'en trouve facilité. Un ouvrier non qualifié peut transporter ces pierres jusqu'au sommet de la structure, si bien que le travail est beaucoup plus rapide et revient moins cher. Mais cela ne dure pas. Si ces petits blocs se posent rapidement, on peut les enlever encore plus vite. Et les pharaons qui suivent, Toutankhamon et Horemheb, pillent tous les deux les édifices d'Akhénaton et utilisent les talatat comme matériaux pour remplir l'intérieur de leurs pylônes gigantesques. Les pharaons recommencent à construire des édifices démesurés. À Karnak, il y a une structure que même un géant ne pourrait pas détruire. Ce vestibule hypostyle est le plus vaste édifice religieux qu'on ait jamais bâti. Il a été commencé par le pharaon Horemheb, continué par Séti Ier et achevé par son fils Ramsès II, aux alentours de 1220 avant Jésus-Christ. C'est une forêt de colonnes de plus de 20 mètres de haut. Comment a-t-elle été édifiée? Les temples de l'ancienne Égypte ont été bâtis en utilisant des énormes colonnes comme celle-ci et des architraves qui les relient les unes aux autres, ce qui posait un gros problème, parce que les architraves devaient non seulement supporter leur propre poids, mais aussi celui de l'immense toit en pierre qui s'appuyait dessus. Chose extraordinaire, les techniques de construction vont bientôt résoudre ce problème. On croit toujours que ce sont les Romains qui ont inventé l'arche, mais les Égyptiens l'avaient inventée plus de 1000 ans avant eux. Pourtant, sans clé de voûte, les arches égyptiennes doivent trouver un appui arrière pour se soutenir l'une l'autre. On ne les emploie que pour des bâtiments utilitaires comme ces entrepôts voûtés en pisé qui datent de plus de 3000 ans. Sans se démonter, les Égyptiens font porter tout le poids sur de gigantesques colonnes. Les colonnes deviennent si énormes que leurs bases sont fabriquées à partir de pierres comme celle-ci, qui sont assemblées avec un joint médian parfait. On laisse les bases telles quelles et le fût de la colonne sera bâti au-dessus. On fait des remblais de terre tout autour jusqu'à atteindre 21 mètres de haut. Pour combler le vide entre chaque chapiteau, on se sert d'une énorme architrave, un bloc de grès d'une dizaine de mètres de long.
Ces blocs pèsent jusqu'à 80 tonnes et doivent être hissés sur le site. Une fois les architraves placés sur les colonnes grossièrement finies, c'est au tour des tailleurs de pierre de créer de superbes colonnes sculptées de haut en bas. Au cas où une erreur se produit, les plâtriers sont là pour boucher les fissures. Plus tard, ces bas-reliefs seront peints avec un grand soin. Au fur et à mesure que les corps de métier progressent vers le bas, on évacue les remblais de terre. Ramsès II achève le vestibule en lui donnant des lignes épurées et en lui ajoutant des mascarons de plâtre, changeant la décoration pour qu'elle soit à son effigie. Il réécrit l'histoire. Il entreprend de couvrir l'Égypte de monuments à sa propre gloire. Le plus célèbre d'entre tous, c'est son temple, à Abou Simbel. Le pouvoir de Ramsès II s'étend au sud jusqu'au désert de Nubie, où il a fait construire 7 temples. Mais le plus impressionnant est celui d'Abou Simbel. Bâti pour promouvoir l'ultime puissance de Ramsès II, il deviendra le plus beau des temples taillés dans la roche qui soit au monde. Des équipes de tailleurs de pierre se mettent à l'ouvrage. Il s'agit de transformer la paroi de la falaise en 2 paires de gigantesques statues du pharaon. Taillées dans la masse, elles doivent faire 21 mètres de haut. Pourquoi Ramsès II a-t-il choisi ce désert si loin de tout pour y faire bâtir son temple? Il a choisi cet endroit parce que la roche s'y prêtait, parce que le lieu était près du Nil, et pour que tous les voyageurs venus du sud soient frappés par la majestueuse grandeur de l'Égypte. La Nubie est d'une importance capitale à cause de ses ressources minières et de ses négociants venus du sud. Située loin de Thèbes, la zone échappe au pouvoir des prêtres de Karnak. Si bien qu'ici, Ramsès II a moins à se soucier d'honorer les dieux établis et peut faire porter tous ses efforts sur la promotion de sa propre image. Ce temple a été bâti à l'écart de tout pour pouvoir y célébrer la personne du roi sans empiéter sur le territoire du dieu Amon. Certes, on peut le voir comme la manifestation d'un ego démesuré, mais Ramsès II prend bien soin de bâtir dans un lieu relativement sûr. À l'intérieur, Ramsès fait bâtir un vestibule hypostyle taillé dans la roche naturelle. Les Égyptiens connaissaient cette technique depuis plus d'1 millier d'années, 1500 ans exactement, avant la construction de ce temple. Ramsès II ne fait que reprendre cette technique, mais il l'applique à une échelle absolument gigantesque. Sur les colonnes, il place des statues géantes à son effigie. Le fait même que ce temple célèbre Ramsès II en fait un édifice unique parmi tous ceux qu'on peut voir en Égypte. Rien ne l'arrête. Il lance d'audacieux travaux sur des surfaces énormes, et tous ses contemporains en sont témoins. Ses triomphes et ses exploits ornent les murs. Il fait trembler tous ses ennemis. Les Syriens implorent sa clémence. Un soldat libyen meurt piétiné. Au plus profond du sanctuaire, Ramsès II se fait représenter entre les dieux à la place centrale, à côté d'Amon-Ra. 2 fois par an, le soleil levant pénètre dans cette partie du temple et illumine son image. Les immenses statues placées à l'extérieur sont destinées à être vues à des kilomètres à la ronde et pour l'éternité. Pourtant, elles vont disparaître pendant 2000 ans, jusqu'à l'arrivée de Belzoni, le chasseur de trésors. Quand celui-ci pénètre à l'intérieur, il s'aperçoit qu'il y a 14 salles derrière la façade, dont certaines sont des salles hypostyles et s'enfoncent sur plus de 70 mètres dans le roc. La découverte de ce temple est aussi importante que celle de la vallée des rois. Et tous les touristes européens accourent en masse.
Mais en 1960, après la construction du barrage d'Assouan, le temple est menacé. Il risque d'être englouti par les eaux du lac Nasser. 51 nations du monde entier s'unissent par l'intermédiaire de l'UNESCO pour sauver le monument. Morceau par morceau, la paroi entière de la falaise et le temple sont découpés en blocs de 30 tonnes et réassemblés 64 mètres plus haut, au sommet de la falaise à la façon d'un gigantesque puzzle. Même les eaux du lac Nasser ne peuvent plus noyer ce roi qui a gravé son immortalité dans la pierre. Il y a des merveilles qui n'ont pas été bâties par l'homme. Ce sont des sanctuaires naturels et des hauts lieux de la spiritualité. Avec 2228 mètres de hauteur, le mont Sinaï, appelé aussi mont Moïse ou Djebel Moussa, est le point culminant de la partie sud du plateau du Sinaï et l'un des lieux les plus sacrés qui soient sur terre. Selon la Bible, c'est ici que Moïse, dans les éléments déchaînés, a fait l'ascension de la montagne. Ici, dit-on, les cieux se sont entr'ouverts lorsque Dieu a donné à Moïse les 10 commandements rédigés sur des tables de pierre. Pour marquer l'endroit où Moïse a reçu les tables de la loi, un monastère grec a été édifié 1500 ans plus tard. Un monastère dédié à Sainte Catherine, vierge et martyre. Le monastère est connu aujourd'hui sous le nom de monastère Sainte Catherine. Sainte Catherine est née à Alexandrie à la fin du IIIe siècle. Elle était renommée pour sa sagesse, son intelligence, sa beauté et sa richesse. Ce monastère est le plus ancien qui soit sur Terre. C'est un lieu de pèlerinage depuis plus de 15 siècles. Les chrétiens se sont réfugiés ici pour fuir les persécutions. En l'an 530 après Jésus-Christ, l'empereur Justinien donne l'ordre de construire une vaste place fortifiée pour marquer et défendre un site d'ores et déjà considéré comme sacré. De hauts remparts protègent un secteur de la taille d'un quartier urbain. Comme dans une forteresse, il n'y a pas de porte d'entrée. Encore récemment, il y avait un treuil qui hissait les visiteurs par-dessus la muraille. Une fois à l'intérieur, on découvre une ville miniature intacte qui date d'un autre âge, qui abonde en chapelles anciennes et en petits jardins. Le monastère est l'un des plus magnifiques édifices de l'architecture byzantine et recèle des trésors d'art religieux et de très précieux manuscrits. Selon les Écritures, c'est ici que la vie de Moïse a été transformée quand il a eu la vision miraculeuse du buisson ardent. Une espèce de buisson, proche du framboisier, le Rubus santus, est toujours cultivé par les moines. Le monastère s'est d'abord appelé monastère du buisson ardent, parce que c'est ici que Dieu est apparu à Moïse, sous la forme d'un buisson qui brûlait sans se consumer. C'est là que Moïse a rassemblé les enfants d'Israël et qu'il a reçu les 10 commandements. Mais c'est aussi là que Dieu lui a dicté sa loi. L'histoire de Moïse commence dans l'Égypte du Nouvel Empire. Cet orphelin hébreu a été élevé dans la maison royale égyptienne. À cette époque, les Hébreux sont esclaves en Égypte. Mais devenu adulte, Moïse est obligé de fuir le palais. Révolté par la cruauté avec laquelle on traite ses coreligionnaires, il tue un garde. Il est contraint de prendre la fuite. Pendant 40 ans, il erre dans l'immense étendue du désert du Sinaï. Selon la Bible, Dieu s'est manifesté à Moïse sous la forme du buisson ardent pour lui signifier que sa vie allait de nouveau changer. Se sentant investi d'une mission, Moïse retourne au palais pour convaincre le pharaon de libérer son peuple. Il est possible que l'Exode ait eu lieu sous le règne de Ramsès II. Celui-ci se déroule entre 200 et 400 ans avant la construction du temple de Salomon.
Si c'est 200 ans, l'hypothèse de Ramsès II est vraisemblable, mais on ne peut l'affirmer avec précision. Le pharaon refuse de céder jusqu'au jour où Moïse inflige à son pays les terribles plaies d'Égypte. Le Nil se change en sang, les animaux meurent et la lumière fait place à l'obscurité. Alors seulement le pharaon cède. La Bible raconte comment Moïse conduit son peuple à travers la mer Rouge, comment le miracle du partage des eaux leur permet de fuir et comment la mer engloutit ensuite l'armée du pharaon. Après avoir passé des années dans le désert avec ses disciples, Moïse retourne au mont Sinaï, là où Dieu a éprouvé sa foi. C'est là qu'il lèguera les 10 commandements à l'humanité. En souvenir de Moïse, les moines ont bâti les 4000 marches de repentance qui mènent les pèlerins au sommet de la montagne. Quand la température descend, un bon millier de touristes font chaque nuit l'ascension du mont Sinaï, considéré comme l'un des lieux les plus sacrés au monde. Les pèlerins qui se rendent dans ce monastère de nos jours suivent les pas de ceux qui sont venus ici depuis 17 siècles. C'est rassurant de constater que les gens arrivent ici en touristes et qu'ils sont subjugués par l'héritage spirituel qui imprègne ce lieu. Ils débarquent en touristes et ils nous quittent en pèlerins. On pense que c'est en ce lieu que Moïse a montré à son peuple le chemin qui mène à la terre promise. Depuis toujours, ou presque, l'Égypte a possédé des icônes et une mythologie qui lui est propre. L'une des figures les plus mystérieuses de toutes est cette immense sculpture de pierre, la plus grande qui soit au monde. Nul ne sait avec certitude ce qu'elle représente, ni même qui l'a exécutée. Moitié homme, moitié animal, le Sphinx a longtemps été considéré comme la plus étrange des créatures qui soient sur Terre. Avec ses 73 mètres de long et ses 20 mètres de haut, il garde le plateau de Gizeh à côté des 2 plus grandes pyramides d'Égypte. Pendant des siècles, le Sphinx a été considéré comme la clé de l'existence. Les pharaons se sont prosternés à ses pieds, les conquérants se sont agenouillés devant lui. On a soumis le Sphinx à tous les examens possibles, mais il reste une énigme. Pourquoi a-t-il été bâti? Pourquoi y a-t-il des tunnels à l'intérieur? Quel roi représente-t-il? Quel pouvoir détient-il? Les gens le surnomment le Père la Terreur. Ils ont peur de lui. Et si les autochtones ont encore peur de lui de nos jours, imaginez à l'époque de sa construction. Il est là qui vous surveille sans cesse. Dans l'art de l'Égypte ancienne, l'idée de mélanger l'humain et l'animal n'a rien de nouveau. Mais c'est la première fois qu'on sculpte une tête humaine sur un corps de lion. Et dans l'Égypte ancienne, il n'y a qu'une personne qui puisse être représentée de cette façon, le pharaon lui-même. Le roi étant l'incarnation vivante de l'Égypte, il doit être viril, imposant, audacieux et puissant. C'est pourquoi on a une tête de roi qui symbolise l'intelligence et un corps de lion qui symbolise la force et le pouvoir. Le Sphinx se trouve dans une vaste carrière en forme de U, devant la grande pyramide bâtie par Khéops et la seconde pyramide construite par son fils Képhren. On suppose qu'il représente l'un des 2 rois, mais pourquoi avoir placé une sculpture devant un ensemble de pyramides? En fait, il a été taillé dans le roc. Cette énorme masse rocheuse se trouvait là. Ils ont donc décidé d'en faire quelque chose. Et c'est ainsi qu'ils en ont tiré cette énorme statue qui incarne le roi et qui en même temps serait le symbole du dieu du soleil, le dieu Ra. Mais si le Sphinx incarne le pouvoir du roi, pourquoi sa tête est-elle si petite par rapport à son corps? La tête est en calcaire extrêmement dur, un matériau idéal pour la sculpture. À un certain stade des travaux, quand la forme s'est précisée, quelqu'un a dû trouver qu'elle était intéressante et qu'on pouvait en faire un monument à la gloire du roi. Mais au fur et à mesure que les tailleurs de pierre creusent, ils tombent sur une couche géologique beaucoup plus friable et rencontrent une fissure.
Ce matériau médiocre a peut-être contraint les bâtisseurs à allonger le corps. Et ils ont dû encastrer tout l'ensemble dans une armature de pierre calcaire. Mais peu de temps après son achèvement complet, l'ensemble du monument sera enfoui sous les sables pendant plus de 1000 ans. C'est le roi Thoutmôsis IV qui le redécouvre et qui fait placer une stèle en granit de 15 tonnes entre ses pattes. Baptisée stèle du rêve, l'inscription qu'elle porte raconte comment, quand il était jeune prince, Thoutmôsis s'est endormi à l'ombre de la tête du sphinx. Si l'on en croit ce qui est inscrit sur la stèle, le sphinx serait venu à lui et lui aurait dit « Mon fils, comment peux-tu tolérer ce qui m'est arrivé ? Débarrasse-moi de ce sable et tu seras roi d'Égypte. » Si l'on s'en réfère à la stèle, Thoutmôsis IV a désensablé le sphinx et, miracle, Thoutmôsis est devenu roi. Mais bientôt, le sable du désert ensevelira à nouveau le monument jusqu'à ce que les bâtisseurs de tombes parviennent sur ce plateau. Tout d'abord, il faut vous imaginer comment c'était quand le sphinx était entièrement recouvert de sable et quand seule sa tête émergeait. D'ailleurs, les Grecs croyaient que le sphinx était une statue debout dont ils ne voyaient que la tête. Ils n'imaginaient pas qu'il puisse y avoir un corps allongé derrière. Et parce que ce corps était caché, des bâtisseurs de tombes et des chasseurs de trésors ont creusé sans le savoir dans le corps du sphinx. De tout temps, les gens ont été curieux. On peut le constater, à toutes les époques, on a essayé d'explorer les dessous du sphinx. Aujourd'hui, il est interdit de creuser des passages. Mais il y a quelques centaines d'années, rien n'était défendu. On pouvait faire tout ce qu'on voulait ici. Il y régnait une activité qu'on ne peut pas soupçonner. Ceci explique les tunnels. Mais il reste une énigme. Quel roi se cache sous les traits du sphinx ? Quand on est en face du sphinx, on réalise qu'il est aligné sur la pyramide de Képhren et qu'il est très proche du temple de Khafré et de la chaussée. Il est donc vraisemblable qu'il ait appartenu au même roi. Mais certains égyptologues sont d'un autre avis. Quand vous regardez la pyramide de Képhren, il aurait été normal pour un roi de bâtir une chaussée perpendiculaire aux pyramides et de la faire déboucher directement dans cette vallée des temples. Ce n'est pas ce qui a été fait. Sa chaussée a dû se détourner de l'autre côté parce qu'il y avait déjà cette carrière qui gênait. Personnellement, je pense que c'est Khéops qui est représenté, parce qu'il a les yeux grands ouverts et très larges. Autre détail, la coiffe dont il est pourvu comporte des rayures, alors que sous le règne de son successeur, les coiffes ne comportent plus de rayures. En effet, le sphinx représente vraisemblablement Khéops, le bâtisseur de l'autre pyramide, la grande, qui se trouve à côté de lui. La pyramide de Khéops a failli ruiner le pays, si bien que le sphinx a pu être bâti par un de ses fils, Djedefré, pour restaurer en Égypte la confiance que son père avait perdue. Djedefré, en bon fils qu'il est, édifie un monument, le sphinx, en l'honneur de son père, pour pérenniser le culte de son père qui était Dieu. L'image du sphinx y a contribué, car le pouvoir et la gloire de Khéops avaient été très ébranlés. Sous la forme d'un sphinx, il est là. Il veille sur le peuple égyptien. Peut-être ne saura-t-on jamais de façon certaine si la tête du sphinx est bien celle de Khéops. Si l'on veut comparer, la seule statue de ce pharaon qui nous soit parvenue est une petite figurine de 7 cm de haut. Un bien petit souvenir pour un pharaon qui a bâti l'un des plus grands édifices en pierre que le monde ait jamais vu. La grande pyramide de Gizeh arrive au premier rang des 7 merveilles d'Égypte. C'est la merveille du monde la plus ancienne. Elle résiste depuis 4500 ans. C'est le plus grand tombeau jamais construit et la pyramide demeure encore aujourd'hui le plus grand des édifices en pierre. Elle a été bâtie par le pharaon Khéops en 2560 avant Jésus-Christ. Et depuis lors jusqu'à nos jours, la grande pyramide est restée une véritable icône architecturale.
L'idée de pyramide est une idée très simple. Les anciens Égyptiens croyaient à la vie éternelle. Quand on cessait de vivre, on passait dans la vie éternelle. Mais pour cela, il fallait préparer une demeure. Cette dernière demeure a pris la forme d'une pyramide à cause du dieu du soleil. Le roi Khéops a été le premier à ajouter à ses titres celui de Sa-Ra. Sa-Ra signifie le fils du dieu soleil. Le pharaon Khéops a grandi parmi les pyramides. Son père a été un bâtisseur à grande échelle. Et dès le début, Khéops entreprend de construire une pyramide qui soit parfaite. Première chose, la pyramide doit être alignée sur les points cardinaux. On divise par deux la distance entre le lever et le coucher de l'étoile polaire pour trouver le vrai nord. Ensuite, la base est soigneusement aplanie. La pyramide de Khéops occupe au sol une surface de 5,2 hectares. Sa base est parfaitement plane à 2 cm près. Ils creusaient un réseau rectangulaire de canaux dans la roche qu'ils remplissaient ensuite d'eau. Tout ce qui dépassait du niveau de l'eau devait être arasé et on obtenait une surface plane. Une fois la base bien délimitée et bien plane, la construction peut commencer. C'est ici qu'ils taillaient les pierres nécessaires pour bâtir la pyramide. Pour les déplacer, ils les hissaient le long d'une grande rampe jusqu'à la pyramide proprement dite. Pour les rangées inférieures, les blocs peuvent peser 5 tonnes ou davantage. Mais plus la pyramide s'élève, plus le poids des pierres se réduit. Au total, les ouvriers ont hissé 2 300 000 tonnes de pierres. Pour la première fois, lors de l'édification d'une pyramide, les blocs de pierre ne sont pas posés inclinés vers l'intérieur, mais disposés en rangée horizontale. Un bloc est mis en place toutes les 3 minutes. Mais en dépit de ce rythme, il faudra 22 ans pour achever la pyramide de Khéops. À l'intérieur, la pyramide devient un labyrinthe. Depuis l'entrée, un passage mène dans la chambre souterraine, creusée à même la roche. Elle ne mène nulle part et reste un mystère. Au-dessus, la chambre de la reine est une pièce close avec une statue de Khéops qui représente son Ka, c'est-à-dire sa force spirituelle. Ensuite vient un passage spectaculaire extrêmement haut de plafond. La grande galerie qui mène à la chambre funéraire du roi a été construite en utilisant la technique dite de l'encorbellement. C'est une forme simple d'arche que les Égyptiens maîtrisaient parfaitement. Chaque bloc supérieur est posé en léger surplomb et ainsi jusqu'au sommet. Cette technique a l'avantage de réduire la portée qu'il faudra combler en haut et donne à cet espace une allure grandiose. Au-dessus de cette galerie, située très haut dans la pyramide, se trouve la chambre du roi, conçue pour être le lieu de repos de Khéops. Incroyable. Toutes les parois sont en granit. Et ces blocs qui ferment le plafond sont les plus grands linteaux de pierre qu'on ait jamais osé poser à cette époque, il y a plus de 4500 ans. Les Égyptiens avaient tellement peur du poids de ces blocs et du fait qu'ils risquaient de se briser sous l'effet de leur propre poids, qu'ils ont aménagé une série de vides dans les chambres supérieures pour essayer de ne pas faire porter tout le poids de la pyramide sur ce toit-là. Tout en haut, ce sont 2 gigantesques blocs de pierre qui s'appuient l'un sur l'autre pour former un V. Ce sont ces blocs qui conduisent la force, le poids de la pyramide vers le bas et qui la guident le long de ses parois superbes. C'est l'espace le plus fantastique que j'ai jamais vu. Dans les chambres destinées au repos, il y a encore des graffitis exécutés par les ouvriers. L'un d'eux mentionne le nom de Khéops. C'est la seule mention du pharaon pour qui cette pyramide a été construite. Voici la dernière demeure de Khéops. Malheureusement, elle a été pillée il y a longtemps. C'est pour cela qu'elle est brisée à cette extrémité. Ce qui est curieux, c'est que lorsqu'on a mesuré ce cercueil de pierre, on s'est aperçu qu'il était un peu plus large que l'entrée là-bas. Par conséquent, de toute évidence, on l'avait placé là avant même que la chambre funéraire ne soit complètement achevée. Autre particularité singulière, ces 2 petits conduits qui vont de cette chambre jusqu'à la paroi extérieure de la pyramide.
On pense qu'ils étaient destinés à libérer le Ka du pharaon, son âme, pour qu'elle puisse gagner les cieux. Une fois Khéops placé dans son sarcophage, le prêtre et les ingénieurs scellaient le tombeau en laissant tomber d'énormes blocs de granit sur ces gigantesques dalles. Le lieu était scellé pour l'éternité. Ensuite, l'entrée à l'autre bout de la grande galerie était scellée, elle aussi. Pour sortir, les ingénieurs devaient descendre par un conduit d'évacuation quasiment vertical, remonter tout le passage en pente, franchir les pierres d'étai et sortir par l'entrée. Ensuite, tous les passages étaient systématiquement obstrués et l'entrée était scellée avec une pierre semblable à toutes celles qui entourent la pyramide. En principe, personne ne pouvait savoir comment entrer. Et à supposer que certains y soient parvenus, ils se seraient trouvés devant des tonnes de pierres qui bloquaient les couloirs d'accès. Toutes les précautions avaient été prises. Mais vous savez quoi? Pour finir, la pyramide a été pillée. Comment a-t-on fait? Dieu seul le sait. Ces 7 merveilles du monde se dressent toutes à l'intérieur du premier empire qui ait existé. Et elles ont inspiré toutes les civilisations futures. Qu'il s'agisse d'un site naturel ou d'édifices bâtis par la main des hommes, les 7 merveilles de l'ancienne Égypte resteront des prodiges pour toute l'éternité.